On est plus de 35 000 journalistes en France, loin d'être logés à la même enseigne. Pour beaucoup, précaires, pas reconnus, humiliés, critiqués. Alors le journalisme est-il mort et nous, mourir avec? Autant de questions que se pose Olivier Goujon dans ses Contes de journalistes. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous l'avez, votre réponse? On est cons, non, nous les journalistes? Voilà, on n'est pas plus con que d'autres, mais enfin, on représente pas de toute façon vraiment la société française. On a un problème de reproduction sociale. Ces contes journalistes, ça renvoie évidemment à une provocation, quoi. C'est un titre essentialiste, c'est-à-dire on dit souvent ces contes journalistes comme on dit ces contes politiques ou ces contes footballeurs, enfin voilà. Alors que le métier recouvre des réalités très diverses et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, quoi. On essentialise le métier parce que dans l'opinion publique, les journalistes, c'est 40 à 60 éditorialistes qu'on prend pour les journalistes, alors que vous l'avez dit, on est 35 000 au total, et la réalité est bien différente. Bien sûr. Vous parlez de cette précarité. On l'a tous vécu à un moment donné, cette précarité, à un moment dans notre carrière. Votre propre témoignage m'a particulièrement bouleversée. Vous racontez cette histoire où vous proposez un reportage à votre rédaction sur les YPG et la naissance de la nation kurde. On vous propose 500 € pour ça. Racontez-nous. Alors, juste en deux mots, parce que c'est ma situation, si vous voulez, elle est emblématique, enfin symbolique de ce que vivent les photoreporters, si vous voulez. Et quand j'ai trouvé à ma place sur le sujet, si vous voulez, c'est parce que j'allais faire une enquête auprès de mes collègues, que j'allais parler de mon expérience personnelle et puis essayer d'analyser mon métier, de réfléchir sur mon métier. Donc c'est en ça que mon expérience entre en résonance avec d'autres dans le livre. Alors que voilà, s'est-il passé? tout simplement, reportage. j'ai fait un sujet qui est un sujet très difficile à faire, pour lequel il faut passer des frontières anonymement, enfin je veux dire secrètement. Vous avez dormi avec des cadavres. Voilà, il faut, enfin je veux dire, c'est un reportage voilà, sur un terrain difficile, et donc c'est des reportages difficiles. Et puis ce qu'on trouve, voilà, quand le journal pour lequel j'allais le faire, en théorie, s'est décommandé, il a fallu en trouver un autre, et puis voilà, c'est le déclencheur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, il est temps, je vais l'écrire, ce livre. Mais donc, je l'ai en moi depuis longtemps. Vous avez pris ces risques, vous revenez en France, votre rédaction vous dit finalement que son plafond de pige est atteint, ils ne peuvent pas vous payer les 500 € qu'ils vous avez plus ou moins promis, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais il s'était même engagé. C'est-à-dire que j'ai eu un échange de mails et puis on me dit voilà, on le prend, écrivez-nous un sujet en plus. Alors, donc j'écris. Et puis quelques jours après, quelques heures après l'envoi du sujet, tout allait bien, tout le monde était content. Et on me dit que non, on a dépassé. Et comment on se sent à ce moment-là, alors? Humilié, enfin, je veux dire, c'est une forme d'humiliation. Ouais. Mais et puis surtout impuissant. On se dit à quoi ça sert? Oui. Parce que le reportage est de valeur, c'est reconnu, je l'ai montré à d'autres qui l'ont reconnu, mais qui ne le prenaient pas pour d'autres raisons. Et puis, donc, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Parce que je ne suis pas le seul photoreporter. Donc, si déjà, il faut travailler pour ces sommes-là, le cas d'Olivier Voisin, dont je parle dans le même chapitre, est évidemment encore plus emblématique. C'est-à-dire qu'il est parti avec 2 commandes de 2 grands news. Arrivé sur place, on lui décommande ses sujets. Lui, entre-temps, il s'est endetté, il a acheté du matériel photo. Donc, il décide de prendre des risques. Il le fait en connaissance de cause. Mais si Olivier avait été en commande, couvert par une assurance, salarié, assis sur un contrat de travail décent, est-ce qu'il aurait pris ces risques? Je ne sais pas, c'est pas sûr. Je crois même que non. Et donc, pareil pour Camille Lepage, qui est assassinée en 2014 en Centrafrique. Vous racontez aussi son histoire, ce manque de sécurité également autour d'elle. Oui, et puis j'en ai parlé, Camille, j'en ai parlé avec sa maman plusieurs fois. Enfin, si vous voulez, le cas de Camille est aussi emblématique de la schizophrénie qui règne dans notre métier. C'est-à-dire que quand Camille ou Olivier sont décédés, on a vu fleurir des tribunes dans toute la presse à la gloire
vouloir du photojournalisme, ces gens courageux qui vont prendre des risques et puis pour nous rapporter de l'information, ce qui est vrai, hein, ce qui est le cas évidemment, quoi. Sauf que qui s'est occupé de leur sécurité, qui s'est occupé de leur faire des commandes fermes, qui s'est occupé de les payer décemment, parce qu'aujourd'hui la une d'un grand quotidien en Syrie, des photos très difficiles à prendre, c'est 70 €. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Oui, c'est ce que vous dites, hein, que tu écrives sur Alep, Gaza ou Rome, ils te payent 70 $ par jour. C'est ça la réalité du journalisme aujourd'hui. On n'a plus les moyens de travailler. C'est ça la réalité du photojournalisme. On n'a plus les moyens de travailler. C'était mieux avant? Ben oui, clairement. Enfin, je veux dire, mais le photojournalisme n'est pas le seul secteur de l'économie de la presse qui est touché. La précarisation, si vous voulez, ça touche tous les domaines de la presse, et même les journalistes intégrés. Mais ça touche évidemment d'abord les pigistes. Et il y a cette histoire de Sophie aussi, qui travaille pour le plus grand journal de France. Après 40 ans de métier, elle gagne 500 € par mois. Incroyable. Dans le cas de Sophie, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que d'une manière ou d'une autre, quels que soient ses mérites ou quelles que soient ses erreurs durant sa carrière, c'est pas normal qu'après 40 ans de métier, 40 ans d'écriture, 40 ans de journalisme, on en soit réduit là. Donc son cas est également emblématique. Et je rentre pas dans le détail du mérite, si vous voulez. Je parle d'une situation générale. Mais ça nous renvoie forcément, Olivier Goujon, à la crise des Gilets jaunes. Certains partagent ces mêmes précarités, ces mêmes revendications que certains journalistes, et pourtant ils se sont fait tabasser pour certains. Pour certains, comment vous expliquez cette haine du journaliste? Alors, il y a une crise de défiance. Alors, je l'aborde dans le livre, c'est multifactoriel, emprise de la communication, primat de l'urgence, non-vérification de l'information, la précarité elle-même, la précarisation, ça se fait toujours au détriment de la qualité de l'information. Je donne des exemples très précis dans le livre. Par exemple, lors du suicide d'Oksana Shashko, comment la nouvelle s'est diffusée et puis comment à la fin de la journée, le public était au courant mais il n'était pas informé. Donc, si vous voulez, tout cet ensemble de causes font que la qualité de l'information en pâtit au final. Et donc, naturellement, ça crée de la défiance. Vous ajoutez à ça la reproduction sociale, qui fait que j'ai dit un jour sur un plateau de télévision, nous sommes tous un mâle blanc de 45 ans dont les parents gagnaient plus de 3 500 € par mois. C'est évidemment une illustration, une métaphore, mais c'est vrai. Les choses ont évolué quand même depuis. Oui et non. C'est un petit peu comme le problème de la féminisation dans le journalisme. On nous dit qu'on est une profession féminisée, mais d'abord, la féminisation, c'est souvent un corollaire de la précarité. C'est-à-dire que ça permet de payer les gens moins. Et puis deux, on est une profession féminisée à la base, mais dans les postes de direction, de rédaction en chef, c'est 27% la présence des femmes. Donc c'est pas vrai qu'on ait une... Mais comment renouer alors avec cette confiance aujourd'hui, Olivier Goujon? On pourrait commencer par appliquer la loi, c'est-à-dire on pourrait commencer par demander aux groupes de presse d'appliquer la loi, de cesser de payer des journalistes sur des contrats d'auto-entrepreneuriat ou sur facture. Je raconte dans le livre comment moi j'ai dû faire des procès à la moitié des groupes de presse de Paris pour faire régulariser ma situation parce que on me payait sur facture et puis qu'on n'avait pas le choix. Protéger le travail des journalistes, protéger le salariat, commencer par appliquer la loi et puis après peut-être pas nous mettre des bâtons dans les roues. La loi fake news, la loi sur le secret des sources, enfin on voit bien que on empêche les journalistes de travailler. Donc d'un côté, on fragilise leurs conditions de travail et de l'autre côté, on les empêche législativement de travailler. Mais en même temps, Olivier Goujon, quand on voit que même la presse dite indépendante a parfois des failles, les révélations de Mediapart par exemple, et avec cette démission dans la foulée du ministre de l'écologie, François de Rugy, accusation qui aujourd'hui est en partie démontée par le magazine Capital. Non seulement il n'a pas fraudé, mais François de Rugy s'est trompé en sa défaveur dans sa déclaration d'impôt. C'est ce que dit le magazine Capital. La presse va trop vite peut-être parfois aussi.
Alors, j'ai rien à dire sur cette affaire-là. Je la connais pas sur le fond. Ce que je peux dire déjà d'emblée, c'est que Mediapart est un des plus beaux exemples de réussite journalistique indépendante depuis des années, quoi. Après, sur l'urgence, d'abord, je pense pas du tout à Mediapart quand je dis ça. Oui, le primat de l'urgence. Vous parlez des chaînes d'infos, sans doute. Évidemment, le primat de l'urgence sur la qualité de l'information, je renvoie au chapitre sur la mort d'Oksana Shashko, qui a été annoncée, qui était la créatrice la fondatrice de Femen, du mouvement Femen. Sa mort a été annoncée par la personne qui était la moins légitime à l'annoncer, et qui l'a fait, on comprend pourquoi dans le livre, pour se protéger elle-même. Bon, mais après, ça a été repris, il y a une dépêche AFP sans vérifier, et puis ça a été repris à la fin de la journée, il y a 300 reprises sur 300 sites d'information. C'est impossible à démentir. Et les réseaux sociaux, dans tout ça, ils ont tué le journalisme? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est clair qu'à partir du moment où tout le monde est journaliste, plus personne ne l'est. Mais la protection du journalisme, si vous voulez, la protection des journalistes, ça passe par un cadre de contrat de travail, par un cadre législatif. Après, les moyens d'expression, si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, sur le web, tout le monde est à égalité. TV5 est lu, écouté et regarder sur Internet, de la même manière que Le Point ou Le Monde ou France Culture sont lus, écoutés et regardés sur Internet. Donc tout le monde est à égalité sur le web. Évidemment que c'est pas le rôle je veux dire, évidemment que l'information est moins vérifiée sur Twitter ou sur Facebook enfin en tout cas elle devrait être plus vérifiée sur les sites dont je viens de parler. C'est Comptes de journalistes aux éditions Max Milo. Merci Olivier Goujon de nous remettre aussi à notre place. Parfois ça fait du bien.